Bonjour, bienvenue à Darna, la maison des cultures maroco-flamandes. Nous sommes vraiment très heureux, et je ne pèse pas mes mots, nous sommes vraiment très heureux d'accueillir aujourd'hui Joël Alessandra qui nous présente sa bande dessinée Les Voyages d'Ibn Battuta. Et c'est avec Eddie Kakelbergs que l'entretien aura lieu. Vous aurez également droit à une petite visite de l'expo ainsi qu'une petite démonstration du dessin au café et à l'aquarelle. Je vous souhaite un bon moment avec Joël. Chers amis, j'ai vraiment le grand plaisir, très sincère, de pouvoir m'entretenir pour vous, et j'ai cette chance, avec Joël Alessandra, qui va nous présenter ses voyages d'Ibn Battuta, qui sont publiés par Dupuis et qui, franchement, sont, je mesure mon mot, somptueux. Je vous préviens. Je vous préviens parce que ça va emmener vers le rêve. Et d'abord, bonjour Joël. Bonjour. On va peut-être d'abord se dire comment arrive dans votre vie, dans ta vie, mais aussi dans la vie de Lotfi Akalay, auquel le livre est également dédié, comment Ibn Battuta arrive en quelque sorte dans l'aventure. Alors, cher Eddy, bonjour de nouveau. Ibn Battuta, il arrive très tôt en fait dans ma vie. Avant Lotfi Akalay, malheureusement décédé, c'est un romancier marocain qui est extrêmement connu au Maroc et qui a fait une adaptation de la Rila. La Rila, ça veut dire relation de voyage en arabe, et c'est le titre du récit d'Ibn Battuta, ce récit du XIVe siècle. Il arrive très tôt dans ma vie parce que je m'intéresse depuis très longtemps, depuis toujours, aux écrivains voyageurs, aux voyageurs tout court. Alors évidemment les Kessel, les Rimbaud, les Monfred, mais aussi des voyageurs plus anciens comme Marco Polo, qui est très connu chez nous, en Europe et en Occident. Et puis Ibn Battuta, qui lui est un total inconnu chez nous, alors qu'il a fait plus de 120 000 km au XIVe siècle, comme touriste, et pas du tout comme Marco Polo, qui était lui un voyageur commerçant, en fait, qui essayait de créer une espèce de route qui existait déjà, mais de consolider une route commerciale avec la Chine. Non, Ibn Battuta, lui, il voyage comme ça, on en parlera peut-être plus profondément tout à l'heure. Et je m'intéresse, et puis je découvre ce personnage, il m'intéresse, il est fascinant, il est intéressé à tout, c'est quelqu'un de très ouvert, il est musulman, convaincu, mais il adore les femmes, il adore les voyages, et puis il adore se promener, enfin voilà, donc c'est fascinant. Mais alors je voulais déjà adapter ça en bande dessinée il y a très longtemps, mais la mission que je m'étais assignée me semblait un petit peu impossible. C'est beaucoup de travail, enfin faut essayer de comprendre le personnage, la genèse, ce qui l'a poussé à faire ses voyages, et puis aussi dessiner 30 ans de voyage à travers le monde connu de l'époque. Donc c'est le Dar al-Islam, c'est tout le monde musulman du XIVe qui part de l'Espagne et qui va jusqu'en Chine, quasiment. Donc ça me semblait absolument fou, absolument impossible à faire. Bon, j'ai laissé tomber l'affaire. Et puis, un jour, je suis à Alger, à la terrasse chez l'ambassadeur, donc ça fait un peu classe de dire ça quand même. On est en train de discuter avec un éditeur de chez Dupuis, qui est José-Louis Boquet, qui est le directeur de la collection Air Libre chez Dupuis. Et donc on se connaît un petit peu, on s'est croisés dans des festivals. Et puis il me dit à un moment donné, j'aimerais bien bosser avec toi un jour sur un sujet. Je dis, j'ai pas grand-chose. Et il me dit, écoute, j'ai peut-être quelque chose pour toi qui correspondrait en tout cas à ton dessin, mais il faut connaître, c'est quelque chose un peu... Et il me dit, voilà, alors je lui dis, allez, crache le morceau. Et il me dit, mais c'est Ibn Battuta, tu ne dois pas connaître. Et là, comme j'avais déjà un petit peu étudié la question... Tu l'as scotché. Oui, enfin je pense, en tout cas, c'était assez jouissif de voir que... je faisais un petit peu l'érudit, tu vois, quelqu'un, beaucoup de culture, n'est-ce pas? Donc je connaissais. Et je lui dis, voilà, oui, ce voyageur musulman du XIVe qui a fait tous ces pays, en fait, à l'époque où la voiture, le train et l'avion n'existaient pas, à pied, à d'autres dromadaires, il fait 120 000 km en 30 ans. Et alors il me dit, ok, banco. Et puis, je vais la faire un petit peu courte, mais voilà, donc on est parti là-dessus. Et plus trop de nouvelles. Et puis un jour, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Rien, voilà. Bon, on se retrouve à Tanger, et à Tanger, on rencontre
feu Lotfi Akalai, autour d'un couscous, enfin c'est un peu caricatural, mais on se retrouve à Tanger, autour d'un couscous le vendredi, où le projet est exposé, et voilà, et la collaboration, tout démarre. La collaboration débute avec Lotfi, qui a un petit peu suivi le processus, mais qui était très malade déjà quand on a commencé à travailler. Il a vu les planches. Moi, je me suis inspiré assez profondément de son ouvrage, qui avait un angle particulier. Faut quand même imaginer, l'angle étant les femmes, qui est quand même un sujet, en tout cas un élément un petit peu particulier dans l'islam du XIVe. Donc, et avoir un personnage comme Ibn Battuta qui a une ouverture d'esprit à ce point-là, cet angle est assez somptueux, est assez croustillant, et on a envie de s'en emparer et d'en faire quelque chose. Voilà, donc on s'est tout de suite entendu là-dessus, et moi j'ai adopté son point de vue, le point de vue de Lotfi, et voilà, et c'est parti sur l'aventure d'Ibn Battuta. On va revenir d'ailleurs dans un instant sur l'importance de la femme, évidemment, et de cet angle de la femme dans le récit. Moi, je voudrais revenir sur le fait que tu dis, je voulais adapter ça en bande dessinée. Moi, j'ai pas le sentiment de détenir une bande dessinée entre les mains. J'ai l'impression plutôt d'une galerie d'art. J'ai des tableaux narratifs, j'ai une narration par tableau. Alors j'accepterai roman graphique, mais j'adore bande dessinée évidemment, mais c'est plus qu'une bande dessinée, c'est que c'est un caractère somptueux parce que tu travailles aussi à l'aquarelle. Alors, je travaille, il y a plein de techniques dans le livre, parce qu'on a des niveaux de narration qui sont assez différents. C'est-à-dire que j'ai essayé d'adapter... donc, il y a le récit intrinsèque d'Ibn Battuta. Donc, Ibn Battuta, la version officielle, en tout cas, de la Rila, c'est que Ibn Battuta fait son voyage de 30 années, il est originaire de Tanger, au Maroc, et après ce voyage, il rentre à Fès. Voilà, il termine sa vie à Fès, et le sultan de Fès lui demande de raconter son périple, puisque ça pourra servir aux voyageurs futurs. Enfin, c'est intéressant de savoir comment ça se passe quand tu es musulman, quand tu es à Palmyre, ou quand tu es... voilà, donc le sultan de Fès désigne un scribe, et ce scribe va recueillir tout le récit d'Ibn Battuta. Mais Ibn Battuta, dans la vraie vie, il n'a pas du tout pris de notes. Enfin, il n'a pas écrit son voyage. Et donc, tout le récit, la Rila, qui a été réédité en français, traduite en français, éditée aux éditions de la Découverte, sont 3 volumes de 400 pages. Donc, plus les annotations, on est à 1400 pages de récit. Donc, c'est un peu... Mais c'est très controversé, parce que imagine-toi partir 30 ans et tu prends pas de notes, etc. Et puis tu vas raconter tes 30 ans de voyage, tu reconstitues, tu vas piquer. Donc c'est le scribe, c'est tout le travail du scribe, c'est-à-dire qu'il va se documenter il va emprunter des passages de voyageurs précédents, de voyageurs musulmans qui ont fait quelques bribes de trajet. Il va emprunter ces récits-là, il va les adjoindre au récit de Battuta. Il va commenter. Il y a beaucoup de commentaires en bas de page. Par exemple, il y a une anecdote qui est assez chouette, qui est Ibn Battuta raconte son passage en Égypte et raconte Alexandrie. Alexandrie, il va voir les pyramides. Bon, jusque-là. Et le récit des pyramides, il raconte, les pyramides sont de grands cônes à la base circulaire, etc. Donc, non, on le sait. Enfin, évidemment, non. Il me semble que non. Non, je pense pas. La pyramide est bien pyramidale, avec une base carrée. Et donc on s'aperçoit qu'il n'est pas allé du tout, voilà. Donc le scribe commente et dit mais non, voilà. Donc c'est assez rigolo. Du coup, je me sers dans ce récit-là de cette défiance du scribe, et je fais initier le récit sur un refus catégorique du scribe de retranscrire les paroles d'Ibn Battuta. Mais ça, c'est ton interprétation, c'est mon ton interprétation, ajout. Absolument. Il y a un autre ajout. Important évidemment, c'est que dès les premières pages, on le découvre, tu mets Ibn Battuta en situation d'avoir lui-même des carnets dans lesquels il dessine. Il ne prend pas de notes, ou plutôt c'est des notes graphiques dessinées. Oui. Ce n'est pas vrai, mais ça t'aide bien. Ça m'aide, c'est plus que m'aider. C'est que mon boulot, moi à la base, je suis plus carnétiste en fait. Je suis un dessinateur voyageur. Bon. C'est un peu présomptueux de dire ça. Oui, on va y revenir, parce que c'est en ça que le périple te colle à la peau. C'est un peu ça, oui. Alors c'est très présomptueux de dire ça, mais c'est vrai, en fait. Je voyage, je dessine.
Un récit comme celui d'Imbatuta, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir y adjoindre mes propres croquis, mes propres dessins de voyage. Oui, comme on les voit d'ailleurs, voilà, ici. Alors là, oui, on a une double page où on a un petit peu de bande dessinée avec du dialogue. Et justement, là, tu ouvres justement à une page où Imbatuta s'entretient avec son maître soufi. Alors, ouais, ça, c'est aussi un ajout que j'ai fait. Imbatuta, il n'est pas du tout soufi. Il n'est pas de la tendance soufite. Ouais. Adepte du soufisme. Du soufisme, merci. Mais ça m'arrange bien parce que c'est vrai que dans l'islam, la représentation de la nature, de la nature humaine, bon, Allah, on sait bien, on ne dessine pas Dieu, hein, ça c'est interdit absolument par le Coran. Mais par contre, dessiner n'est pas interdit, mais pas conseillé. Donc c'était compliqué de faire Imbatuta un dessinateur. Donc j'ai un petit peu exploré tout ça, et la branche musulmane du soufisme nous dit que effectivement, dessiner la nature, dessiner les créations de Dieu, c'est se rapprocher du Créateur lui-même. Donc je fais de Imbatuta un dessinateur voyageur, et moi ça me permet également de faire un petit peu un tri dans ces 1000 et quelques pages de récits, et de choisir mes destinations. C'est-à-dire que je ne vais pas, dans un roman graphique qui fait 200 pages, on ne peut pas parler de toutes les destinations, parce qu'il est parti de Tanger, mais il est allé, donc il a fait tout le Maghreb, l'Algérie, enfin tout le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, il descend jusqu'au Kenya, Tanzanie, il fait le Sri Lanka, il fait les Maldives, l'Indonésie, il remonte, il fait la Chine, il repart, il fait les steppes russes, il passe en Inde une vingtaine d'années, enfin une quinzaine d'années. Enfin, c'est un grand périple pour ce qui devait être au départ, en fait, surtout un pèlerinage à la Mecque. Un pèlerinage à la Mecque qu'il a fait au final 4 fois, puisque dans ses pérégrinations, il repasse par la Mecque, il repart, il revient. Et il se régale de ses voyages, c'est-à-dire qu'il n'a pas de but final, il se laisse emporter par son propre voyage finalement. Il se laisse porter par ses visites il visite des lieux saints. Alors c'est assez intéressant. Il y a un passage où il se rend à Istanbul, et puis il y a la mosquée Sainte-Sophie, qui n'est pas une mosquée au XIVe, qui est alors il y a une grosse plantade dans ce bouquin. Je le dis publiquement. J'ai dessiné Sainte-Sophie avec des minarets, telle qu'elle est aujourd'hui. Et quand Imbatuta y va, et ben, il n'y a pas de minaret. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Il n'y a pas de minaret parce que c'est encore une église. Et justement, il en parle dans son récit. Il dit je ne vais pas rentrer et me prosterner devant un faux prophète, etc., etc. Donc il raconte tout ça. Et c'est quelqu'un quand même qui a malgré ce passage-là, qui a une ouverture d'esprit qui est absolument incroyable. Quand je remonte, tu vois, Joël, ici également, ces pages-là, hein, et il y en a beaucoup évidemment également dans ce livre, et que je disais que en fait c'est un vrai récit graphique, c'est que tu nous emmènes, les textes sont sobres et on a plein de pages sans un seul texte. Là, c'est très sobre, effectivement. Ouais, mais oui, mais ça parle en même temps, ça nous emmène, c'est le grand large. Tu es un adorateur du paysage. J'adore ça. J'adore dessiner l'architecture, j'adore dessiner la nature et les paysages. Je suis très mauvais finalement pour dessiner les animaux, faut pas me demander. Hein. Ça, je suis assez nul. Mais et les personnages, c'est un petit peu difficile. Mais J'ai toujours un carnet, d'ailleurs j'en ai amené un pour montrer un petit peu, je ne sais pas si on peut voir là, ce sont des carnets vraiment qui sont très spontanés. En fait, il n'y a pas d'enjeu. Alors ce qui est vraiment fabuleux dans le carnet de voyage, dans le carnet dessiné, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Le dessin, il peut être raté, on s'en fout. C'est juste, voilà, je suis passé, j'ai vu, je témoigne. C'est ta manière à toi de faire des photos. C'est un peu ça. Alors, il y a ce côté moins intrusif, je trouve, que la photo, moins voyeur finalement. Je dis toujours que le carnet est un véritable passeport. Alors, des fois, je me retrouve dans des endroits où je parle un peu de Somalie, mais pas Swahili ou pas, tu vois. Et la communication, elle est quand même un petit peu difficile. Et ben, le carnet de dessin, il permet tout de suite de créer des passerelles avec l'interlocuteur. Je m'assois dans un coin, je prends mon crayon, je commence à dessiner une architecture, un paysage, et tout de suite... Comme le peintre qui installerait son chevalet, quoi. Sauf que, oui, mon chevalet est beaucoup plus léger, puisque j'ai une petite trousse avec une petite boîte d'aquarelle, un peu de café pour dessiner, parce que j'utilise beaucoup le café dans mes dessins.
Et tout de suite, que tu sois en plein désert où il n'y a personne, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien, tu as tout de suite des gamins qui arrivent, tu ne sais pas d'où ils sortent, d'où ils viennent. Ah, en rigolant, alors je les dessine, je leur fais voir alors les rires tout de suite, et puis après tu as les mamans qui arrivent, et puis les papas, et la communication elle se fait tout de suite avec le carnet. Et je tenais beaucoup, je reviens à ta question précédente, où je fais d'Imba Tuta un dessinateur. Ça me permet moi de... C'est dans cette situation-là, en fait. Exactement. Je le mets comme un dessinateur voyageur, finalement, qui va témoigner, qui va garder, et qui va se servir de ça pour, à la fin de l'ouvrage, pour raconter au sultan de Fès et prouver que tous ces dires qui sont controversés par le fameux scribe, ils sont vrais, puisqu'ils sont dessinés, ils sont là. Donc c'est une pirouette scénaristique pour me raccrocher... pour ne pas faire qu'une adaptation basique et enlever des passages, mais me servir de toute cette matière, de tout ce voyage, de tous ces pays traversés, pour me faire plaisir déjà. Ça, c'est quand même le nec plus ultra, c'est qu'on fait des métiers bonheur, en fait, des métiers de plaisir. Des métiers, hein. Donc il faut qu'on soit payé pour ces choses-là. C'est pas uniquement du passe-temps du dimanche après-midi, c'est vraiment, moi, c'est ma vie, mon métier, et le voyage, tout ça est intrinsèquement lié. C'est ce qui me porte, c'est ce qui me fait rêver, c'est ce qui me fait avancer dans la vie. Donc, ce qui veut dire que aussi, disons-le à celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, ça veut dire que tu as voyagé sur les traces d'Ibn Battuta, tu as partagé beaucoup de ces voyages. Ce que tu as illustré là, tu l'as vécu, vu de tes yeux. Oui, alors, je ne le remets pas dans cet ordre-là, c'est-à-dire que je n'ai pas fait les voyages qu'avait fait Ibn Battuta, mais j'ai choisi d'illustrer les voyages qu'a fait Ibn Battuta avec de la matière de voyage que j'avais fait précédemment, à part quelques voyages comme l'Inde, où j'ai cette chance quand même depuis de nombreuses années, parce que j'ai commencé un petit peu ma carrière, entre guillemets, carrière de dessinateur. J'ai travaillé en Afrique de l'Est, à Djibouti, qui est un petit territoire entre la Somalie et l'Éthiopie, en face le Yémen, où j'ai travaillé 2 ans pour ce qu'on appelait avant les centres culturels français, qui s'appellent maintenant les instituts français. Et j'ai gardé beaucoup de contacts dans ce réseau. Et donc, en faisant ce livre, il y avait des destinations qui me manquaient, notamment le Kerala, qui est le sud de l'Inde, où Ibn Battuta reste quand même pas mal de temps. Et donc j'appelle, là le réseau il est super important, donc j'appelle un copain, François, qui est en poste au Kerala. Je lui dis hey, François, t'as pas besoin d'une intervention en BD ou en machin. Il me dit ouais, bon allez, viens. Et il me dit non, mais en fait, il vaut mieux que tu passes par Delhi. Alors j'ai une autre copine que je connaissais de l'Éthiopie, qui est conseillère à l'éducation à l'ambassade de France. Donc je l'appelle, elle me dit justement on a besoin d'un jury BD, un truc. Donc je vais passer 15 jours à Delhi et puis je prends un autre avion, je descends dans le Kerala. Ouais. Et là j'arrive et je dis à François, voilà, il faudrait que je dessine. Dans le Kerala, il y a une mosquée qui date du 14e où Ibn Battuta, donc je lui raconte mon histoire, est venu prier. Et il me dit oui, mais la mosquée dont tu me parles, elle n'est pas là, elle est dans cette ville. Il me dit on prend une voiture, on peut y aller. Il me dit je vais te prendre un billet d'avion parce que l'Inde, en fait, dès que tu fais un petit voyage, c'est voilà. Et du coup, 1000 km. Je suis allé, c'est ça. Donc je suis allé dessiner. Alors il n'y a que moi qui le vois, qui sait que c'est la véritable mosquée où Ibn Battuta au 14e était allé. Mais tu ne nous mens pas, c'est bien celle-là. Mais je ne mens pas. J'essaye d'être honnête et d'être. Qui sait? Peut-être bien, enfin, quand je dis qui sait, toi tu le sais, parce que tu as effectivement lu les 1400 pages de la Rina, mais qui sait, c'est peut-être aussi une part des motivations de Ibn Battuta lui-même. Quand il est à un point qu'il décide d'aller vers un autre, peut-être qu'il a un ami ou une amie quelque part qui lui dit « viens ». Alors, on disait ça tout à l'heure, on parlait des passeports et du passeport diplomatique, etc. Mais c'est vrai que Dar al-Islam, au 14e, tu es musulman, tu voyages presque en totale sécurité, puisque le précepte, c'est quand même que le musulman accueille un autre musulman chez lui, lui donne le gîte, le couvert. Et c'est vrai que Ibn Battuta est un lettré quand même. Hein. Il est cadi, donc il est juge, il a fait des études. Et puis il présente bien, on sent bien à travers le récit que c'est un homme infâme, ça doit être un beau gosse en fait, en vrai. Et donc il a une belle prestance, et puis c'est un raconteur d'histoire. Donc il est accueilli très volontairement et très chaleureusement dans les cours des sultans, que ce soit à Delhi, d'ailleurs le sultan le garde presque en otage parce qu'il adore sa compagnie, il veut qu'il reste longtemps. Et puis il enchante la cour puisqu'il raconte ses voyages précédents, ce qu'il a vu. Il raconte à un moment donné, il croise un rhinocéros, quoi. Nous, c'est banal. Mais au 14e, quelqu'un qui vient du Maroc et qui croise un rhinocéros, c'est épatant, quoi. Il nous fait les mille et une nuits façon Ibn Battuta. Il nous fait le livre des merveilles de Marco Polo, version voilà.
Et donc voilà, il est accueilli dans toutes ses cours et il peut voyager tranquillement, sans être inquiété. Et c'est assez fabuleux, quoi. Ouais, ce qui est très intéressant, tu l'as dit, il est juge, il est cadi, Ouais. mais précisément un juge itinérant. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que, on le raconte d'emblée dans la préface signée par Ali Ben Maklouf, c'est que il ne doit donc pas s'encombrer des problèmes locaux, des jurisprudences locales dans les villes, des querelles. Il peut, venant de l'extérieur, apporter un regard neuf et rendre une justice qui n'est pas colorée ou influencée par les problèmes locaux. Absolument, ouais. Mais c'est ça qui est assez fantastique. On parlait encore une fois, de son ouverture d'esprit et de son... Bon, il a une expérience, mais il sait s'adapter aux pratiques locales, qu'elles soient juridiques, mais aussi religieuses. Il y a quand même un usage dans la pratique de l'islam. Enfin, je ne suis pas un spécialiste absolu, mais par exemple, quand tu vas faire tes ablutions pour la prière, il y a un certain ordre, donc la bouche, les mains, etc. Et Ibn Battuta, c'est aux alentours de Tyr, rencontre un fidèle qui est en train de faire ses ablutions, et il commence par les pieds, qui se lave les pieds, et puis qui après va remonter. Alors Ibn Battuta le regarde et lui dit « Ouais, mais gars... je ne sais pas s'il parlait comme ça, hein. Gars, c'est pas comme ça qu'on fait, enfin, dans l'islam, machin. Il dit, bah non, moi, j'ai envie que ma foi, elle soit profondément enracinée, qu'elle soit solide, donc je commence par les pieds. Et Ibn Battuta regarde et dit, bah ouais, en fait, c'est pas idiot, quoi. Donc il est musulman, il est très respectueux de ses pratiques, fait ses 5 prières, etc. Mais il a cette ouverture d'esprit qui est absolument fascinante en fait pour cette époque-là, comme pour les femmes, parce qu'on y revient. Alors, on a ici d'ailleurs, voilà, par exemple, quelques pages où on a des femmes, des voiles, de la nudité. Il y a un côté jouissif et on se régale. Hein. Oui, alors c'est un peu étonnant. Peut-être que, enfin, c'est une façon aussi ici un peu de faire la nique aux littéralistes intégristes. On peut être, c'est un point de vue alors, qui m'est tout à fait personnel, on va dire ça comme ça. On peut être dans la spiritualité, on peut être croyant, on peut être respectueux de la religion et vivre sa vie et être ouvert et être un jouisseur aussi, d'une certaine manière. Si tu ne vas pas contre le précepte, si tu ne mets personne dans l'embarras, si tu es respectueux de l'autre, je pense qu'il n'y a pas de... En fait, tu pourrais nous raconter du Omar Khayyam, par exemple. Par exemple, la beauté du vin. Mais la beauté du vin, absolument. Mais c'est ça, il n'y a pas un interdit catégorique là-dessus. C'est-à-dire que... Après, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste absolu de la chose, mais le Coran ne dit pas, et là je vais peut-être me recevoir des pierres, mais le Coran ne dit pas tu ne vas pas boire de vin spécifiquement, mais ne pas perdre le contrôle de toi, rester digne, voilà, c'est ça. Donc à partir du moment où Ibn Battuta respecte les femmes qui croisent, il ne va pas, par exemple... il va épouser une femme sur une caravane, il en parle, il raconte, mais il va emprunter une autre caravane et puis il va voir une autre femme dont il tombe éperdument amoureux, donc il va répudier la précédente. Il ne va pas faire double... voilà. Et puis ici, malheureusement, il adore ça. Il découvre aussi au Yémen, d'ailleurs, qu'il y a des femmes qui épousent pour quelques heures. Pour quelques heures, alors, et qui le laissent partir librement au matin. Et ça, je trouve ça absolument... c'est d'une modernité absolue, en fait. On le rappelle, on est au XIVe. On est au XIVe siècle, oui. C'est quand même... Il y a... il a fallu, tu l'as dit, faire des choix parce qu'il n'y avait pas moyen de réduire 1400 pages à un beau volume. C'est compliqué. Mais en même temps, c'est ce goût du voyage que tu nous traduis ici. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que c'est vrai que la bande dessinée, le roman graphique ou le carnet de voyage permet de... on ne va pas paraphraser en bande dessinée. C'est-à-dire que si tu as 20 pages de description d'un paysage, c'est vrai qu'avec une seule aquarelle, on est capable de rendre ça sans... Comme ici, par exemple. Par exemple, là, je pense qu'il y a 20 ou 25 pages qui parlent de l'arrivée d'Ibn Battuta sur le rivage avec les poissons, les machins, etc. En une seule page, on arrive à camper un petit peu un certain nombre d'actions qui se passent en même temps, donner une atmosphère. Quand tu as une description, par exemple, il débarque en Somalie.
Et puis il parle de la puanteur des poissons, de machin. Bon, il y a des pages et des pages là-dessus, sur ce côté un peu pesant de l'environnement immédiat. Et en fait, avec une double page et un dessin, tu peux rendre tout ça. Cette puanteur, ce bordel ambiant, si tu veux, on arrive à le faire. Donc ça, c'est assez simple. Et puis, il y a aussi cette appétence pour une certaine catégorie de pays, moi, qui me sont chers. Et c'est vrai que les lips, c'était plus facile dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, les steppes russes, alors c'est peut-être de l'inculture, hein, je ne connais pas bien, etc., mais je ne suis pas à l'aise pour dessiner des endroits où je ne suis pas allé. Ici, tu aimes bien, par exemple, les lumières chaudes. Hein, on retrouve quand même énormément dans les vêtements, mais aussi dans les sables et les ciels, ces couleurs chaudes à différentes heures du jour ou de la tombée du jour. Oui, alors c'est aussi dû à la technique utilisée. C'est-à-dire que ma base de travail, on l'évoquait tout à l'heure, c'est le café. C'est-à-dire que je prends un café, une tasse de café. Alors le café, c'est fabuleux parce que c'est un médium que tu trouves partout dans le monde. Moi, j'ai habité au Sri Lanka, tu trouves du café au Sri Lanka, tu trouves du café en Indonésie, à Sumatra, il y a des cafés qui sont... Voilà. Tu as du café au Kenya, tu as du café... Le café, il y en a partout, où tu vas. Donc moi, j'ai toujours la possibilité de m'asseoir quelque part avec une petite tasse de café, et c'est ma base de travail. C'est-à-dire que tous les tons ocre, et en bande dessinée notamment, les tons chair, des visages, etc., tout ça, c'est du café. Donc, incroyable. Je ne sais pas si c'est incroyable, en tout cas, ça donne ce que tu disais tout à l'heure, une espèce de cohérence visuelle et de tonalité qui fait qu'on a, même si on a en fonction des pays qu'on traverse, par exemple, quand on est au Sri Lanka ou en Indonésie, on est beaucoup plus vert que le reste. Voilà, là, on est au pic d'Adam, on est au Sri Lanka, là. Et c'est vrai que c'est de la jungle, on est dans de la jungle, donc il y a quand même une atmosphère, il y a une ambiance et tout ça qui est un peu différente du café, mais globalement, j'essaye d'avoir une tonalité qui soit assez cohérente dans la totalité de l'album. Voilà. On va évidemment déjà pratiquement devoir se quitter, mais il y a un sens narratif soutenu. Tu l'as dit, c'est un bon conteur, et je trouve que tu nous traduis bien ça, parce qu'il y a un rythme soutenu, on glisse, un peu avec la démarche à l'ombre du chameau, hein, mais on glisse et on progresse et on a le sentiment, voilà, de rester toujours dans le conte, dans le récit. C'est un homme qui a aussi un grand sens de l'allégorie, donc on ne doit pas tout prendre. Il y a des messages qu'il passe, voilà, qu'il ne faut pas prendre au premier degré. Alors, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu latent. C'est-à-dire, pas tout décrire, pas tout raconter, etc. Et comme tu disais justement, l'image permet ça. Et c'est vrai que je suis un peu un habitué des déserts, un peu un habitué de... je vais beaucoup au Tchad, en Centrafrique. Ouais, tu as commencé d'ailleurs par accompagner une expédition au Tchad pour... oui, alors ça c'était une très très belle aventure. J'ai suivi les traces d'André Gide qui avait fait le voyage dans les années 30. Il est parti avec son petit copain. Alors on parlait pas de ça encore à l'époque trop, mais son amoureux c'était Marc Allégret qui est devenu le grand réalisateur qu'on connaît. Et ils sont partis tous les deux, lui pour un petit peu pour dénoncer entre guillemets la colonisation française dans ces contrées, ou la colonisation européenne puisqu'il y avait le Congo, donc les Belges, etc. Et il raconte et il fait un essai qui s'appelle Voyage au Tchad, retour au Congo, Voyage au Tchad, retour au Congo, quelque chose comme ça. Et donc moi on est parti en pirogue, j'ai fait une grande partie du trajet qu'il avait fait lui avec une canonnière à l'époque, puisque les fleuves étaient navigables. Aujourd'hui, le Charil Logon jusqu'au lac Tchad sont très ensablés, tu peux le faire qu'en pirogue, pour voir ce qui avait changé à 80-100 ans de différence. Et ce sont des expériences qui sont absolument... comment dire ça fascinantes. Au-delà de ça, c'est évidemment fascinant, mais ça te construit. Enfin, en tout cas, moi, tous ces voyages, les uns après les autres, me construisent, m'enrichissent, me font être la personne que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire les rencontres, les interventions dans les camps de réfugiés, les rencontres avec des gens que j'ai rencontrés
Sur l'un des derniers bouquins, on a travaillé, rencontré le docteur Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix 2018. On a eu un échange dans son bureau. Tu avais fait déjà le périple de Baldassare, tu avais adopté Malouf, donc l'idée de périple, tu aimes bien. Ah, mais j'aime bien le voyage. J'aime bien le voyage. Alors, je ne sais pas si c'est par mes origines, j'ai des aïeux, enfin des arrière-grands-parents qui sont partis de Sicile parce qu'ils crevaient de faim dans les années 1900, qui sont installés en Algérie. En Algérie, les Alessandra ont réussi à monter quelque chose. Puis en 62, ça a été terminé. Ils ont été obligés de rentrer, etc., etc. Donc tout ça, peut-être, génétiquement, je ne sais pas si ça a des liens, ou en tout cas, il faudrait que je fasse une hypnose régressive pour voir jusqu'où je peux remonter. Voilà, vous allez certainement aimer tout ceci dans ce livre, Les Voyages d'Ibn Battuta, signé par Joël Alessandra, et bien sûr Lotfi Askalaï, qui hélas décédé, mais qui a pu y contribuer. Tout ça, c'est chez Dupuis. Et voilà, n'hésitez pas, j'ouvre les pages au hasard, vous voyez, je ne choisis même pas. Si vous n'aimez pas ça, c'est que franchement, vous avez pris trop de sable hier soir dans les yeux. Merci, merci Joël. Merci beaucoup. Alors là, on est dans la salle d'exposition du Darna, à Bruxelles, et qui nous fait l'honneur d'accueillir des panneaux qui présentent un petit peu toutes les étapes du voyage d'Ibn Battuta que j'ai dessiné. Alors on va dire c'est un petit peu un résumé, voilà, depuis le Maroc, en passant par la Perse, en passant par la Chine, l'Inde, etc. Donc c'est un petit résumé avec un petit contexte historique sur chaque panneau et un extrait de visuels, des aquarelles, des croquis que j'ai pu faire sur place et qui constituent la matière intrinsèque de l'album. Voilà. Donc là, par exemple, on a un panneau, là, c'est l'Inde, pour expliquer un petit peu le contexte. On s'écrit, il y a un petit texte résumé de ce que faisait Ibn Battuta en Inde, et c'est valable pour tous les panneaux en fonction des destinations, que ce soit l'Espagne, que ce soit l'Irak et la Perse, la Syrie, la Palestine, etc. Et les petits textes est traduit en flamand. Parce que, évidemment, on est au Darna, qui est aussi une institution pas que francophone, mais néerlandaise, voilà. Et puis, on montre un petit peu, là, il y a des croquis. Ces croquis-là sont faits sur place quand je voyage, ce que l'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai toujours un petit carnet avec moi, je prends des croquis, et puis il y a ces dessins-là qui sont des dessins qui sont faits à l'atelier, qui sont faits de manière plus élaborée, mais qui partent d'un croquis qui est fait sur place, toujours. Et puis le personnage d'Ibn Battuta qui vient et que l'on voit en train de dessiner ici, voilà, le Marocain type. Alors, on peut parler un petit peu de technique. Bon, là, c'est de l'encre, c'est de l'encre de Chine, noir et blanc. Et puis, on voit très bien sur cet exemple d'illustration la part de café. C'est-à-dire que je commence à travailler au café. Je ferai peut-être une petite démonstration après pour montrer comment ça se passe. Mais je me fais mon petit café. Alors, l'avantage du médium café, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on en trouve un petit peu partout dans le monde. Et donc, je commence, je fais ma base. Tout ça, c'est du café. Tous les tons ocre, c'est du café. Et puis, je reviens en superposition de couches avec certaines couleurs, des toniques pour donner un petit peu de contraste, etc. Avec, encore une fois, la technique du carnet de voyage et de l'aquarelle qui fait que le blanc, c'est la couleur du papier. Donc, le blanc circule beaucoup dans les illustrations pour donner tout ce caractère volumétrique à l'illustration. Voilà. Bon, alors là, je suis sollicité pour faire un petit dessin en utilisant le café. C'est mon médium de prédilection. Donc, on va faire un Ibn Battuta voyageur en plein. Alors, ce que je fais toujours, c'est que je fais quand même si j'ai pas besoin forcément, mais je fais toujours un pré-crayonné comme ça. Alors, je le fais pas en détail, je fais juste un petit crayon comme ça. C'est pour me réassurer. Bon, franchement, j'en ai pas besoin parce que je suis un génie, donc un génie du dessin. Et comme vous le savez, les génies du dessin, ils ont besoin de... Non, je plaisante. Non, j'ai besoin toujours d'un petit crayonné pour camper le personnage. Voilà, donc un petit crayonné comme ça. Donc Ibn Battuta, voilà. Ibn Battuta, il a une grande tunique comme ça, parce que c'est un voyageur musulman. Donc il a un grand manteau, une petite écharpe comme ça. Hop, donc voilà. Il a des jambes aussi, mais accessoirement, qui lui servent
à se balader, un bras. Il peut avoir un bâton aussi, parce que c'est quand même un... Il marche beaucoup dans son périple, donc on va lui faire quand même un bâton, comme ça. Et puis après, je prends un feutre noir. Donc là, on m'a prêté celui-là, parce que le mien, Donc, et comme en BD, on a beaucoup de contours noirs, enfin, c'est quand même le but. Parce qu'après, c'est imprimé, donc il faut qu'on ait quelque chose de très déchiffrable au niveau du trait. Donc là, je repasse. Hop, donc le turban. Donc, bon, ça prend du temps quand même, le dessin. C'est un peu. Alors, c'est vrai que quand je fais des dessins de croquis en voyage, je passe beaucoup moins de temps dessus. Enfin. Là, c'est plus du dessin, on va dire, comme du dessin de dédicace, en fait. Ce que je fais en dédicace quand je suis en festival de bande dessinée. Donc, l'écharpe, hop. OK. Hop. Et là, on va attaquer. Donc, je prends ma base de café. Et là, on a vraiment la tonalité des tons chers et ça donne tout de suite un volume au personnage. C'est-à-dire que on va décider, la lumière arrive par ici, par exemple. Donc, tout ce qui va être de ce côté-là va être plus clair. Donc, en aquarelle, et donc le café aussi permet ça, c'est de foncer uniquement les parties qui sont du côté où le soleil ne tape pas, évidemment. Donc ça, j'ai une première base comme ça au café. Donc avec plusieurs, j'utilise 2 pinceaux en fait, un peu plus gros l'autre. Puis il y a du, voilà, c'est dans la poussière, donc on se sert du café pour donner vraiment toute la base. Voilà. Et ensuite je repasserai, je laisse un peu de blanc passer comme ça. Hop. Et c'est vrai que là, les taches de café donnent un petit peu de matière, un petit peu de vécu à l'ensemble. C'est-à-dire que c'est pas tout lisse, un tissu ou un truc. Voilà. Là, un petit peu d'aquarelle, on va faire un petit peu de bleu-vert pour la tunique. Puis ça se mélange bien, le café se mélange bien avec l'aquarelle. C'est vraiment. Et après, je vais revenir avec du café pour redonner. Mais vous voyez, ça se mélange vraiment super bien. Ça fait vraiment quelque chose qui se lie et qui donne une tonalité un peu commune à l'ensemble. Alors, l'islam, c'est le vert. Donc on a tout ça qui est en vert. La porte, on remet un petit peu de tonique, un petit peu là de vert dedans. Et puis j'utilise le bleu pour foncer mon vert et donner les ombres. Et pareil, je vais utiliser le café pour faire un magnifique coucher de soleil. Donc le café qui est là. Donc première couche, c'est encore humide. Et là tout de suite, j'attaque avec le bleu qui va se mélanger. Qui va faire qu'on va avoir un dégradé et là on va commencer à mettre un petit peu de doré dans l'ensemble, un petit peu de chaleur voilà. Et ça, j'aime bien ces trucs-là. Moi, ça fait des accidents qui sont hyper... Enfin, que j'aime bien, en fait. Donc, on laisse un peu sécher, puis après, on revient pour redonner des volumes. Mais globalement, c'est ça. Voilà.